Salut les amis, c'est Johnny Catch. On se retrouve aujourd'hui pour la version française d'un podcast qui a marqué l'histoire. Un podcast légendaire dont tous les fans de catch ont déjà entendu parler. Je parle bien sûr du podcast de l'idole de Chicago, du prophète de la Straight Edge Society, de Mr. Pipe Bomb en personne, j'ai nommé CM Punk. Avec son ami de l'époque, le catcheur Colt Cabana, c'est une interview hallucinante les amis, où il va expliquer tout ce qui l'a mené à quitter la WWE en janvier 2014. Un coup de tonnerre dont on se rappelle tous. Alors, on va avoir des anecdotes croustillantes avec Triple H, on va avoir des disputes avec Vince McMahon. Faut savoir qu'à l'époque, CM Punk avait encore jamais parlé depuis qu'il était parti, et tout ce qu'il va raconter est absolument passionnant. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en likant et en partageant cette vidéo. Ça a vraiment été un plaisir à faire de A à Z, et je ne demande qu'à continuer à vous faire kiffer avec plein d'autres vidéos. Alors sans plus attendre, c'est parti pour cette interview incroyable de CM Punk avec Colt Cabana. Régalez-vous. C'est la deuxième fois que je suis un invité officiel de ton podcast, non? Combien de temps il va durer? J'ai droit à combien? Si ça prend 20 minutes, alors ce sera 20 minutes. C'est pas une histoire de 20 minutes. Si c'est 1h30, alors on n'a pas de limite. C'est pour ça que j'utilise ton podcast comme une plateforme pour parler pour la première fois. Ça sonne bizarre, je me sens sous pression. T'as eu cette idée et je suis d'accord que c'est une bonne idée. Je veux pas que ce soit un shoot. Je suis sûr que quelqu'un m'aurait payé cher pour cette histoire, mais c'est pas le sujet. L'argent n'est pas tout, mesdames et messieurs. Ce sera un grand thème de mon histoire. Je vais parler en étant le plus ouvert possible sur les circonstances de mon départ de la WWE. Tu as été si bon pour ne pas exploser et garder pour toi les frustrations. Tu m'as demandé, est-ce qu'on devrait le faire sous la forme de questions? Tu as tellement à dire et tu veux pas passer à côté de quelque chose. Bien sûr, je suis pas neutre, je suis Team Punk pour toujours. Je veux faire de mon mieux pour incarner un son de cloche différent. Hey, si t'es pas d'accord avec moi, dis-le moi. Je sais pas exactement par où commencer. Je pourrais commencer au moment où j'ai re-signé. J'étais parti et j'étais décidé à ne pas revenir. Puis, j'ai eu cette réunion avec Vince McMahon. Je dirais pas qu'il m'a convaincu de re-signer, mais plutôt que je me suis persuadé de donner une nouvelle chance. Beaucoup de gens ont cru à ces mots importants que j'ai dit sur le changement, changer la WWE. Et on me faisait souvent des tweets en me disant « Tu peux pas changer la WWE en restant assis sur ton canapé à Chicago ». Mais je suis pas du tout d'accord. C'est exactement ce que j'ai fait. En janvier 2014, ils ont tout changé. Et certaines personnes qui méritaient des choses à cette époque précise, les ont eues. Et c'est quelque chose que j'ai jamais eu. Et ça faisait plaisir à voir. Je veux pas sonner comme un ancien qui a ouvert la voie à tout le monde. C'est pas le sujet. Le but est de raconter mon histoire, ce qui s'est passé. Et je vais essayer de le faire en étant positif. Pas amer. Mais flash info pour vous, messieurs, dames. C'est ok d'être amer. Tu dois juste travailler dessus et aller de l'avant. Ce que j'ai fait. Mais il y a toujours quelques trucs qui m'énervent encore. Aujourd'hui. Mais je veux pas être ce gars amer. Je veux pas faire que clasher la WWE. J'ai conscience que j'étais pas le mec le plus facile à gérer pour eux. Mais je ne suis pas qu'un mec amer, messieurs, dames. Croyez-moi, j'ai jamais été aussi heureux que maintenant en 3 ans. Ce truc que je croyais aimer m'a rendu tellement malheureux. Je me suis rendu heureux et je suis parti. C'est ça, le fin mot de l'histoire. C'était pas une décision facile. Et ça s'est pas décidé en un jour. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de moi. Que j'étais en colère de pas être en main event de WrestleMania. Que j'étais en colère d'affronter Triple H. Il y a eu une part de vérité dans tout ça. Mais il n'y a pas eu un gros truc qui m'a fait prendre cette décision de partir. Le seul vrai gros truc, c'était ma santé. C'est un peu ce qui s'est passé toute ta carrière. Des petites décisions qui t'ont à chaque fois déçu. Tout n'a été qu'une longue dispute. Je vais te donner un exemple. Je suis à Boston et je parle à Vince de re-signer. Il dit qu'ils ont vraiment besoin de moi, qu'ils me donneront ceci et cela. Ce que je demandais. Il faut comprendre qu'après que j'ai fait cette promo à Las Vegas, que tout le monde appelle ma pipe bombe d'ailleurs, je déteste ce mot maintenant. Tout le monde se met à appeler des promos des pipe bombes. C'est bizarre. Enfin bref. Je parlais à Vince et je lui dis que depuis cette promo, on recevait plus d'attention des médias. Tout le monde voulait m'interviewer, que ce soit GQ, USA Today. J'avais vraiment des compagnies qui me contactaient pour me donner de l'argent et me sponsoriser. Comme ce que fait l'UFC et ses combattants qui sont payés cher pour avoir des sponsors partout sur leurs shorts. On me proposait beaucoup et je dis à Vince, je vais être un nouveau CM Punk, nouvelle coupe de cheveux, nouveau look. Je pensais mettre des shorts comme les combattants de MMA et avoir ses sponsors. Je parlais à Vince de cette idée, je pensais le mériter. J'avais attiré tous ces nouveaux regards sur les shows
Et il me dit, non, tu peux pas faire ça. Les sponsors de Monday Night Raw ne seraient pas contents. Les autres catcheurs ne seraient pas contents. Bla 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 bla. Donc j'ai laissé glisser ça. Un an plus tard, Brock Lesnar fait son retour et il a des sponsors. Tant mieux pour lui. Et comment ça t'a fait sentir? Il a réussi à gagner cette dispute et pas toi. Ça faisait partie de son deal pour venir. Brock avait signé avec ses sponsors pour un certain nombre d'années. Je pensais que c'était une révolution, car ça allait être une nouvelle source de revenus, et pas que pour moi, pour tous les autres catcheurs. J'avais toujours cette mentalité de vouloir aider tout le monde. Moi, je l'ai pas eu, mais Brock, oui, sans aucune explication de Vince. Alors je vais le voir, et je lui dis, Hey Vince, c'était mon idée ça, je voulais le faire. Et il me répond, ha ha ha. Il essaye de m'enfumer, mais je suis pas un de ces mecs qui va se laisser faire. Je lui dis, quelle est la différence? Il est une superstar, et moi non. Si c'est ça, laissez-moi partir. C'est ce que j'ai toujours dit. Je vais vous prouver que je suis exactement tout ce que je dis que je suis. Et j'ai seulement besoin que vous soyez derrière moi. Je suis le premier mec à avoir vendu plus de produits que John Cena et personne ne l'a fait depuis. C'est moi qui a réussi ça. Je vais te donner un exemple. À ce moment-là, je leur dis, mon pote Chael Sonnen a un combat à Chicago pour l'UFC. Et je leur ai parlé, ils sont d'accord pour que je marche avec lui vers l'octogone au moment de son combat. Demain, en plus, c'est le Royal Rumble. Donc ça pourrait même nous faire gagner des nouveaux acheteurs de billets. Tout le monde parlera pas seulement de Chael Sonnen, respect à lui, mais aussi du fait que le champion de la WWE l'accompagne. Il me dit « Oh mon Dieu, Phil, on peut pas faire ça. C'est un sport de barbare. Quelqu'un va mourir. » Et j'ai dû dire, je sais pas si tu te rappelles, mais Owen Hart, il est mort dans le ring aussi. Hein. C'est sa manière de prendre des distances du produit horrible et barbare que l'UFC était, selon lui. Je lui ai rappelé à quel point le catch était horrible et barbare aussi. Et il me dit, tu sais qu'ils vont organiser des combats féminins dans l'octogone bientôt? Je dis, bah ouais, et c'est trop cool, ça va cartonner. Il était à l'ouest. Il me dit, je peux pas faire ça. Je me dis, bon sang, c'est une bonne opportunité pour la compagnie, a beaucoup de publicité. Ça se passe dans ma ville natale de Chicago, le public deviendrait fou. Et il dit, non. Le lendemain, Triple H accompagne Floyd Mayweather au ring pour son combat de boxe. Et là, je me dis, ah, d'accord, ok. J'ai appris ma leçon. La prochaine fois, je demanderai pas votre permission. Est-ce que ça arrive aux autres catcheurs, ça? À John Cena, par exemple, s'il propose de nouvelles idées? C'est un environnement toxique qui étouffe la créativité. C'est juste deux exemples de trucs cool. On m'a proposé des choses à la télé, des films, des boulots de cascadeur, plein de trucs hors de la WWE. Je me rappelle même pas de tout. Et je veux pas clasher John Cena. Je l'aime bien, John. Je vais pas parler depuis que je suis parti. D'ailleurs, il y a plein de gens auxquels j'ai pas reparlé depuis que je suis parti. On m'a proposé des trucs, et je vais au bureau comme un bon petit soldat, et après ils me disent que je peux pas le faire. 2 semaines plus tard, John Cena le fait. Le même truc. Je vais te donner un exemple. C'était interne, mais ça va te donner une idée. À ce moment-là, j'étais champion. C'était il y a 2 ans. Triple H vient me voir et me dit « Hé, le studio veut que tu sois dans leur film. » Je me dis « Ah ben cool, ils sont bidons, ça pourrait me crédibiliser. Et être une nouvelle expérience, vu que je veux être acteur après ma carrière de catcheur. Puis en plus, je pourrais avoir des congés. Je m'étais tordu le genou contre John Cena au pay-per-view Night of Champions en septembre. Je me rappelle que tu me disais, même toi, non, ne le fais pas, c'est juste un film à la John Cena. Mais je pensais que c'était cool, j'allais être payé pour faire ce film. J'avais déjà refusé des films qu'ils me proposaient, notamment quand je devais re-signer. Je leur disais que leur film était nul, pourquoi je re-signerais pour faire ce film? Je re-signerais si vous me faites être Casey Jones dans un film de Tortue Ninja. J'accepte donc leur proposition à ce moment-là, je signe les papiers, et je vois le calendrier de tournage. Et je dis, c'est pas pendant notre tournée en Europe? Ils me disent, non, non. Moi je dis que si. J'ai déjà fait des tournées en Europe une 30aine de fois, vous encore plus, vous le savez mieux que moi. C'est à la même période, chaque année, 2 semaines après WrestleMania, puis 2 semaines avant Thanksgiving. Triple H me dit, non, t'inquiète, j'ai vérifié. Je lui dis, Hunter, je te le dis, c'est la tournée européenne, je suis le champion. Est-ce que Vince veut que j'y participe pas? Parce que pour moi, c'était important d'être le leader de vestiaire, en tant que champion, de donner l'exemple, de faire chaque apparition, faire tout ce que John Cena faisait pour vous donner une idée. Je faisais d'ailleurs exactement pareil que lui, mais c'est juste que personne n'en parlait. J'ai fait autant de Make-A-Wish que lui, hein, mais il le mettait pas en avant. Tout le monde en fait d'ailleurs des Make-A-Wish, mais c'est Cena le poster boy, tu vois. Triple H me fait
C'est pas pendant la tournée en Europe, punk. Je lui dis que si. Il me dit, je vais vérifier. Et il reviendra me voir. Le lendemain, ils annoncent que Randy Orton jouera dans ce film. Alors à ce moment-là, j'appelle Triple H et je lui dis, t'aurais pas pu m'appeler et me dire, Triple H me dit, je t'ai dit que j'allais voir s'il pouvait tout arranger au niveau du calendrier. Randy était notre deuxième option. Je lui dis, et tu penses pas que t'aurais pu me téléphoner plutôt que je l'apprenne par internet? Ils sont comme ça. Pardon, mais je vais jouer l'enfoiré qui te critique sur Twitter. Tu devrais être content. Tu nous dois tout. On t'a construit. On t'a payé ta maison. Pourquoi tu te plains? T'as pas eu ce film. Pauvre lapin. J'aime mes fans. Et ceux qui veulent une explication, je leur donne. Mais ceux qui m'insultent, rien de ce que je dis ou fais les rendra heureux. Ça fait rien. Ça t'affecte pas, cette négativité? Un tout petit peu. Mais je me dis souvent, jamais quelqu'un oserait me dire ça droit dans les yeux en public. Ils oseraient pas, parce que je leur mettrais une droite. Vous avez pas payé ma maison. C'est moi qui ai acheté ma maison. Juste parce que t'as acheté mon t-shirt. Et encore, je touche qu'une partie de l'argent. Vous avez pas fait de moi qui je suis. La WWE n'a pas fait de moi qui je suis. J'étais CM Punk avant d'y être. La WWE n'a été qu'un arrêt au stand. Et je veux pas que ça me définisse. Ils t'ont donné une plateforme et fait gagner de l'argent. Mais de l'autre côté, pour chaque dollar que t'as gagné, ils en gagnaient 14, voire plus. Pour parler argent, c'est un business. Je sais ce que je vaux. Et le boulot de la WWE est en quelque sorte de diminuer ce que chacun peut valoir. Si je valais vraiment 8 millions de dollars par an, la WWE ne voudrait pas me payer 8 millions, parce qu'ils doivent faire un bénéfice. Alors, ils décident de payer que 500 000 dollars par an à la place. Et vu qu'ils ont le monopole du marché, et que la moitié des gens qui y travaillent étaient des gamins comme toi et moi qui ont grandi en aimant la WWE, alors, ils acceptent tous les côtés. C'est leur job de rêve, et ils veulent pas se faire virer. Le catch est juste le business le plus bizarre du monde. C'était génial quand c'était que nous deux en voiture, quand on catchait pour quelques dollars. C'était ça le catch. Mais la même chose dans une compagnie publique où Triple H se balade en costume en disant « J'ai jamais voulu avoir un vrai job parce que je voulais pas mettre un costume. Et regardez-moi maintenant. Haha !» C'est le business le plus bipolaire du monde. Parce qu'ils veulent que tu sois ce personnage 24 heures sur 24. Mais s'ils te chopent à être méchant sur Twitter, ils vont donner un avertissement. C'est trop bizarre. Le fin mot de tout ça, c'est que pour tout l'argent que tu fais, il faut que tu sois heureux. Pas que toi, mais tout le monde. Donc pourquoi tu voudrais continuer quelque chose qui te rend malheureux? Cet endroit devrait être le plus heureux du monde. Et ils utilisent ça pour te rendre fou. Genre, vas-y, fais ton match, va te faire plaisir. Et moi je dis, cet endroit est nul. Vous me payez pas du tout assez pour faire cette Et j'en ai rien à faire qu'on me dise, tu t'es fait des millions de dollars, blablabla. Ouais, j'aurais dû en faire 10. Point barre. Pour avoir travaillé aussi dur et avoir presque jamais été à la maison. Donc quand tu pars de la WWE, c'est principalement pour ta santé. C'était une grande raison. Mais je savais aussi que le WWE Network allait être lancé. Et pendant des mois, je demandais, hey, WrestleMania en pay-per-view, ça coûte à peu près 70 dollars en haute définition. Et aujourd'hui, vous allez le vendre pour 9,99 $. J'avais l'impression, en fait, d'être le seul à poser des questions. Des gars comme Randy Orton me demandaient comment ça allait se passer. Je disais que je savais pas. Vince, il rigolait. Il disait qu'ils avaient pas encore décidé. Mais vous pensez pas que vous devriez y réfléchir avant que je bosse à ce pay-per-view et pour me payer autant qu'il faut? Personne, en fait, osait poser des questions parce que tu seras puni et qu'ils ont le monopole. Tu seras exclu du pay-per-view. Tu seras retiré des shows. Tu te feras plus d'argent. C'est leur fonctionnement. La WWE ne fait rien pour protéger les catcheurs. Ils font tout pour se protéger eux-mêmes. Ça sonne dur, mais c'est vrai. Tous ces trucs-là qu'ils font contre les commotions cérébrales, ils ne le font pas pour le bien des catcheurs. Ils le font pour avoir une bonne image. Prends la NFL, par exemple. Ils se font parce qu'il y a un syndicat de joueurs qui les oblige à payer pour tout ce qu'il faut aux joueurs au niveau des frais de santé, les soins, et ils le font. Mais Vince, il veut pas le faire. Regardez, on fait ceci, on fait cela. Au Royal Rumble, j'ai une commotion cérébrale. Je savais que j'en avais une. Et tout le monde le savait, c'était évident. Et ils me disent, on veut que tu fasses ce test. Je leur dis, votre test, il est pourri. Alors j'ai fait quand même le test pendant que je te textotais et que j'écoutais de la musique. Et je l'ai passé. Mais ils me disent qu'ils veulent que j'aille dans le ring rebondir dans les cordes. Je leur fais, mais je viens de le passer, votre test. Ils me font, ouais, mais on pense toujours que t'as une commotion. Je dis, donc, votre test ne vaut rien. Je vais pas aller dans le ring rebondir sur les cordes devant tout le monde comme un débutant. J'étais têtu. Et je voulais quand même bosser malgré la commotion. Parce que je suis comme ça. Ils te rendent comme ça, en fait. Parce que si tu bosses pas, tu vas être puni.
J'ai jamais pris de pause. C'est pour ça que le film, là, pouvoir enfin avoir des congés, ça aurait été génial pour moi. J'étais fracassé. J'avais besoin d'une opération pour mon genou. Je disais à Vince qu'il faut que je me fasse réparer le genou. Que je le ferais après avoir fait gagner le titre à The Rock au Royal Rumble en 2013. Mais j'essayais malgré tout de le convaincre que donner le titre à The Rock n'était pas la bonne chose à faire. Que même si on faisait ça, il fallait faire un match à 3 pour WrestleMania entre The Rock, John Cena et moi. Ou alors, de me laisser garder le titre pour affronter l'Undertaker à WrestleMania pour le 500e jour de mon règne. Il y avait plusieurs bonnes possibilités, hein. Mais j'ai pris aucune pause. Je me rappelle être content pour la tournée européenne après le WrestleMania où j'avais affronté Rey Mysterio en 2010. Parce que je pouvais presque plus plier ou bouger le coude. On faisait des exercices et tout, et moi j'étais content. Parce que j'allais enfin avoir du repos grâce à ça. Et même pouvoir faire mon opération aux yeux au laser. Alors j'ai fait l'opération au coude qu'il fallait, un mercredi ou un jeudi. Et là, Vince, il me téléphone le vendredi en me disant « J'ai entendu dire que ton opération s'est bien passée. » Et à ce moment-là, moi je dis « Ouais, je vais pouvoir faire une rééducation et je reviendrai dès que possible. » Et il me dit « Non, en fait, je vais t'envoyer ce qu'il faut pour que tu reviennes dès maintenant. Parce que si c'est juste ton coude, on peut te faire des promos. » Donc, j'étais déjà de retour sur la route au bout de 5 jours. Mais t'aurais pas pu dire non? Non, je voulais leur montrer que j'étais le meilleur. Que même avec mon coude, je ferais quand même des promos de ouf. Et que personne n'était à mon niveau. Mais j'étais énervé qu'à ce moment-là tu repartes sur la tournée. Parce que je savais que tu serais malheureux. Ouais. Et après l'opération au coude, et l'opération des yeux aussi, que j'avais enfin pu faire, je suis donc de retour à la télévision. J'avais peur d'avoir un caillot dans le sang et de mourir. Parce que c'était ce qui était arrivé à Chris Candido en 2005 à la TNA. Je me rappelle être allé à Birmingham après l'opération pour faire un check-up avant de pouvoir revenir à la télévision. Et là, Michael Hayes, un des producteurs, il vient me voir et il me dit « Ouais, tu vas avoir un match avec machin et machin. » Moi je dis que non. J'ai eu mon opération des yeux et je veux pas que quelqu'un me bousille les yeux. Alors il me dit « Ah bon? Bah, t'aurais pu quand même le dire à quelqu'un. » Je dis « Mais dire quoi? De toute façon, j'avais mes problèmes au coude. » Il me dit « Non, ils ont checké, t'es apte. » Je dis, mais comment ça? J'ai même pas encore vu le docteur Andrews à Birmingham. Comment ça je suis apte? Alors à ce moment-là, il me dit, il faut que je vois ça avec eux. Alors je parle au docteur Heyman, qui me dit qu'il a appelé le docteur Andrews et expliqué toute la situation, et qui lui a dit, c'était ok, je suis apte. Mais qu'est-ce que c'est que ces docteurs? Des marabouts? Je vais aller le voir avant d'aller catcher. Je catche pas ce soir. Je me rappelle que ce jour-là, c'était les débuts du clan de la Nexus. Donc, au moment où il m'attaque, forcément, un de ces enfoirés me met un doigt dans l'œil. Et je pète un câble. Donc à ce moment-là, moi je suis avec Luke Gallows et Carl Anderson de la Stewardess Society, et ils me demandent, mais qu'est-ce qu'on fait? Je leur dis de les tabasser. Et t'as Ryback de la Nexus qui dit, oh non, vous êtes censés nous faire mousser. Il était perdu. J'étais excédé. Mais bon, parlons de quand j'étais champion. Je voulais être au top, être à chaque show. J'ai kiffé bosser avec plusieurs gars. Alberto Del Rio, Daniel Bryan. Je me demandais toujours, que ferait la légende Harley Race? Je suis un mec old school, mais on aurait dit qu'il n'y a jamais eu de place pour moi dans cette compagnie. Et tu penses pas que t'as été un enfoiré avec les mecs avec qui tu bossais là-bas? La manière dont tu as parlé à ces gens, moi je comprends pourquoi, parce que c'est des... Mais ils ont dû se dire, moi j'ai pas envie de parler à ce CM Punk. Ça aussi c'est intéressant. Il y avait 26 scénaristes, aucune idée de qui ils sont, qui n'ont jamais été dans une vraie bagarre de leur vie. Ils écrivent des trucs pour toi, mais si tu les énerves, ils vont pas vouloir écrire des trucs pour toi. Quand je faisais la Shredded Society, moi je trouvais que c'était génial, et je comprenais pas pourquoi ils en faisaient rien. Peut-être parce que ces scénaristes trouvaient que j'étais un... Mais c'est pas une manière stupide de faire du business, sérieux? Ils devraient pas essayer de faire de l'argent avec tout le monde, et pas juste avec une seule personne? C'est clair. Et donc t'es champion, tu t'inspires de Harley Race? Oui, et je me rappelle dire à Vince, hey, on devrait faire durer ce règne jusqu'à WrestleMania. Si je dois laisser le titre à The Rock, faisant un match triple threat. Je voulais toujours savoir qui serait mon prochain adversaire. Et c'est un gros problème de cet endroit. Ils ont jamais aucun plan à long terme pour personne. Quand ils ont une réunion, Vince demande quelle est la suite pour John Cena. Et c'est la seule chose qui l'intéresse. Et c'est pas comme ça qu'on doit faire du business. Je voulais pas faire un heel turn. Vince est venu me voir et il me dit The Rock va revenir. Et il veut bosser avec un heel. Et toi t'es le champion. Donc soit tu fais un heel turn, soit tu laisses le titre à Daniel Bryan. Là, je me dis, moi, je veux bien bosser avec The Rock. C'est un beau défi. Vince me fait, alors, faut que tu deviennes heel. Là, moi, je lui fais, bon, d'accord. De toute façon,
Je préfère être un heel, même si je touche des bons chèques, qui vont être diminués de moitié maintenant en étant un méchant pour la vente des produits dérivés. Il me dit, tu sais quoi, Phil? Si tu fais ça pour moi, je te revaudrai ça. Moi je dis, super. Mon but à l'époque, c'était vraiment d'être dans le main event de WrestleMania. Donc je fais mon heel turn, je fais ce sacrifice, puisque forcément, je vais plus vendre plus de t-shirts que John Cena aux jeunes. Donc je fais ça. Et c'est là que je me fracasse de plus en plus physiquement. Je me tords le genou contre John Cena. Je faisais que demander ce que c'était le projet pour WrestleMania en 2013. Vince, il faisait que me décevoir en me disant que c'était le rematch entre John Cena et The Rock. Je disais que ce serait nul. Et j'essayais de faire de la politique en coulisses pour faire partie de ce main event. Mais je demandais pas de me laisser battre tout le monde. Je disais de même en faire un match à 3, à élimination, et que je serais éliminé au bout de 5 minutes. Moi je m'en fous. Je pourrais me dire que j'ai fait le main event de WrestleMania et aller de l'avant. Et ce sera plus une obsession pour moi. Ils me disent non, que l'Undertaker a besoin d'un adversaire, et que ce sera toi. Mais là, moi je leur demande, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ils me disent, on sait pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, vu que j'avais fait le heel turn, ils ont voulu encore une fois mettre d'autres gars avec moi. C'est moi qui ai eu l'idée du Shield. Parce qu'à cette époque-là, le scénariste principal m'avait appelé et dit qu'il voulait faire une faction avec moi. Il me dit, on veut te donner le Big Show comme homme de main. Et moi, même si j'adore le Big Show, je trouvais que c'était pas une bonne idée. Ensuite, ils ont voulu mettre Daniel Bryan avec moi. Mais j'ai pas voulu non plus. Parce que je voulais que lui et moi, on soit éloignés. Comme ils ont pu le faire dans le passé avec Bret Hart et Shawn Michaels. Et qu'à tout moment, on pourrait encore avoir une super rivalité. En fait, ils voulaient faire un clan avec moi, Big Show, Daniel Bryan, et le mec qu'ils ont mentionné à ce moment-là, qui était Seth Rollins. Un gars de la Florida Championship Wrestling. Moi, j'ai dit au scénariste, ça me plaît pas. Que je veux bien avoir un clan heel, hein. Mais pourquoi on choisirait pas plutôt 3 mecs de la Florida Championship Wrestling qui sont prêts? J'en ai parlé à Triple H, à Vince, et ils étaient d'accord. Et ils m'ont demandé qui j'avais en tête. Alors j'ai dit Ambrose, Rollins et Chris Hero ou Cassius Ohno. Triple H a refusé Chris Hero, il voulait Roman Reigns. Il me demande ce que je pense de lui. J'ai dit, ok, allez, c'est un peu le beau gosse, mais il va pouvoir apprendre avec moi. L'idée était qu'il soit mon groupe. Les plans ont changé. Ils aiment prendre des idées des autres et en faire leur propre idée, puis dire à quel point ils sont géniaux. Donc, c'est devenu l'idée de Triple H. Et au moment du pay-per-view, ils me disent qu'on leur a dit qu'ils seraient peut-être pas avec moi. Je dis, mais toute l'idée depuis le début était qu'ils soient avec moi. Ils sont avec moi. Puis ensuite, je fais ma rivalité avec l'Undertaker. Et après, j'ai ces gars-là avec qui je peux bosser après WrestleMania. Mais ils m'ont complètement laissé tomber. Undertaker me bat à WrestleMania et n'est pas là au Monday Night Raw le lendemain. Moi, oui. Et qu'est-ce que je fais? J'ai proposé tout ça. Ils étaient fans. Tout a changé. Ces 3 gars, ils ont été appelés. Et depuis, ça se passe très bien pour eux. Mazel tov à eux. Mais moi, une fois de plus, j'étais dépité parce que j'avais personne avec qui travailler. De la frustration, encore et toujours. Donc là, je donne le titre à The Rock. Et puis, je sais même pas si je veux parler de toute l'histoire autour de Ryback. Ça m'a enlevé 20 ans de ma carrière. Mais bon, j'étais fracassé et blessé. Puis John Cena se blesse. Et là, les officiels me disent, qu'est-ce que tu penses de ce Ryback? Il est pas prêt, mais tu pourrais peut-être le faire progresser si tu veux. Je dis, ok, super. Et ça a enlevé 20 ans de ma vie. Je suis déjà fracassé et je dois combattre Monsieur Stéroïde qui en plus est dangereux, parfois intentionnellement. Une fois, Ryback m'a donné un coup dans l'estomac aussi fort qu'il pouvait et il m'a brisé les côtes. Il s'est jamais excusé pour ça. C'était vraiment quelque chose, ce type. Donc tu étais en colère, blessé, frustré, mal physiquement. Les gens se plaignent en te disant « Sois heureux, tu vis ton rêve !» Il y a eu les côtes, une commotion. Ouais, j'ai eu le genou tordu. J'ai fait le Monday Night Raw, j'ai pris l'avion pour aller faire SmackDown en Floride, j'ai fait l'opération le lendemain, je sors de l'hôpital et Vince m'appelle. Là, moi je suis encore défoncé de l'anesthésie et il me dit « On m'a dit que l'opération s'est bien passée, gamin !» Je dis que je vais faire de la rééducation, blablabla. Et il me répond « Super, on vient d'annoncer sur le site que t'affrontes Ryback dans un match TLC au premier Raw du mois de janvier. » Là, je lui réponds « Mais attends, c'est dans 2 semaines et demie, 3 semaines, ça ?» Il répond « Yep, le pronostic de ton opération est de 4 à 6 semaines. » Je dis donc tu me bookes dans une stipulation hyper dangereuse avec cet adversaire qui est en plus hyper dangereux. Et il me dit « Ouais,
Mais c'est parce que The Rock va revenir. Et il faut lancer cette rivalité directe. J'ai dit que je voulais pas le faire. Il m'a dit qu'il me revaudrait ça. Pour la deuxième fois. Alors j'ai dit ok. Mais pour la première fois de ma carrière, j'étais plus hésitant. Mais bon, j'étais le champion. Alors j'ai appelé Vince le lendemain. Et je lui ai dit que quand je perdrais le titre, j'aurais besoin d'un break. Je vais me défoncer pour être dans le meilleur état possible dans 3 semaines. Mais dès que je perds ce titre, je suis un fantôme. Il me dit, mais j'ai besoin de toi pour le rematch avec The Rock. Je lui ai dit, il n'y a pas moyen. Et comme tu disais, ça frustre. Avec en plus ces tournées européennes, ces house shows. Donc ouais, je laisse le titre à The Rock, je fais le rematch avec lui, et puis c'est WrestleMania. Et je leur dis qu'après ça, je m'en vais. À ce moment-là, Vince il me dit, je suis pas d'accord, Phil. Tu vas être le heel le plus chaud après WrestleMania. Je lui dis, mais explique-moi comment perdre contre un homme de 45 ans qui catch une fois par an va faire de moi le heel le plus chaud du monde. Parce que ce sera moi qui sera encore là le lendemain. The Rock il me bat, puis il s'en va. Undertaker il me bat, puis il s'en va. Et j'ai fait ce match contre l'Undertaker en étant dégoûté. Parce que je savais que notre match serait meilleur que Triple H contre Brock Lesnar, que The Rock et John Cena. Et ils te disent toujours, ça devrait être ton attitude. Stone Cold Steve Austin lui-même dit toujours que si tu veux pas être le champion, tu devrais pas travailler ici. Si tu veux pas aller faire le match et en mettre plein la vue à tout le monde, tu devrais pas travailler ici. Et j'ai toujours cru en ça à 100%. Et je l'ai fait encore et encore pour je sais pas combien de WrestleMania d'affilée. Mais cette fois, c'était différent. Il me disait, vous auriez vraiment dû avoir votre match en dernier. Et ça me rendait tellement fou. Je leur disais, vous avez intérêt à me payer comme si ça avait été le dernier match. Mais ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas payé autant que je méritais. J'ai catché ce match contre l'Undertaker comme si je voulais mourir. Vous pouvez aller revoir le match. Je l'ai jamais fait. Mais j'ai une grosse dispute avec Vince à propos de ça. Il me disait, tu l'as revu? Bon sang, tu devrais être fier de ça. Mais mon attitude c'était plutôt, va t***. J'étais là, paye-moi. J'ai tordu mon autre genou, déchiré mes ligaments dans ce match. Parce qu'à cette époque, je pensais que c'était le seul moyen pour que j'aie du repos. Je dois me tuer et avoir du repos. Et j'ai enfin eu ce repos, et je suis plus réapparu pendant 2 mois. Je sais même pas si je devrais parler de la fois où j'ai voulu partir avant WrestleMania. Je me rappelle qu'à chaque fois que t'avais 1 ou 2 semaines sans WWE, ça te démangeait pas de revenir. Tu adores pouvoir être dans ton canapé. J'ai pu redécouvrir mon amour de choses que je n'avais plus le temps de faire. J'allais voir des matchs de hockey sur glace, des Hawks de Chicago. J'ai regardé mon compte en banque et je me suis dit que c'était ridicule. J'ai pas besoin de continuer à faire ça. J'irai bosser à Starbucks. Si tu t'es dit ça, ça montre bien que quelque chose n'allait pas. J'ai une philosophie très forte sur le business. Et je pense pas que des mecs comme Seth Rollins ou Dean Ambrose l'ont. Je pense pas qu'ils regardent ce business, le questionnent et disent aux officiels pourquoi on fait ça. Ou pourquoi ce gars, dont vous savez qu'il sera là tous les jours, perd contre tous les part-timers que vous présentez comme les vrais superstars. Et à cause de ça, les gens vont uniquement acheter WrestleMania, ce qui va avoir un impact sur mes revenus. Et je dois faire paraître tous ces autres gars très forts, ce qui à terme me fait paraître nul. Je pense que t'as été le seul pendant des années à avoir le courage de dire quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres gars qui peuvent aller voir Vince McMahon pour lui dire « Non, ça c'est nul, c'est stupide ». Cena, j'ai vu Cena le faire. On le faisait tous les deux souvent. Personne d'autre? Je sais pas. Peut-être Randy Orton. Mais en tout cas, j'étais à un point très malsain dans ma vie. J'avais 2 mois de libre et j'étais super content. C'était la première fois de ma vie que j'avais des vacances d'été. Et voilà les amis, c'était tout pour cette première partie de cette interview passionnante de CM Punk. Un CM Punk, comme vous l'avez vu, qui en a vraiment bavé à toute cette époque, que ce soit tous les pépins physiques qu'il a eu, les blessures en tout genre. On voit vraiment, on ressent qu'il était dans un état vraiment douloureux. Et puis surtout, au niveau du moral, il s'est senti pris pour un imbécile par tous les différents officiels qui lui ont promis monts et merveilles, qui l'ont clairement exploité, on peut le dire, pour lui faire des tournées européennes, plein de matchs qu'il ne prévoyait pas de faire, etc., etc. Et puis aussi que son obsession était un peu le fil rouge à travers ces années. Son obsession de quoi? Bien évidemment de faire le main event de WrestleMania. Il a vraiment cru que 2012 et 2013 étaient les années pour lui où il allait enfin pouvoir le faire. Mais hélas, à chaque fois pour lui,
ça aurait été le même match à la place. The Rock contre John Cena. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez, vous, que son rêve aurait dû se réaliser, qu'il aurait dû faire le main event de WrestleMania? Plus généralement, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. La suite arrive très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager pour qu'un maximum de gens puissent la voir et en profiter. C'était tout pour moi. Je vous dis à très vite sur Johnny Catch.